Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Meurt un autre jour. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre comme d'habitude sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner, activer la clochette pour avoir des notifications dès lors qu'une nouvelle vidéo est publié. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes de formation, de coaching et de salon de partage de trade, tout est sur la boutique de pepitortrade.com. Et d'ailleurs, j'ouvre une session de formation qui aura lieu à cheval entre fin août et début septembre. Il reste 3 places, donc c'est maximum 4 personnes, il reste 3 places à ce jour. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en message privé, il n'y a pas de problème, j'y répondrai volontiers. Allez, on attaque avec le programme de cette semaine, un programme encore chargé, avec du BNP, du Navia, Esker, Hoffman, Crédit Agricole, Lexibook, Stellantis, IMCD, AkzoNobel, AGEAS, Air France, Eurofine Scientifique, Signify, Quadient, et puis aux États-Unis, AMD qu'on avait vu déjà la semaine dernière, Palantir, Emergent Bio que je connais pas, et puis en Allemagne on ira voir également Flatext. Voilà, si la vidéo vous plaît, vous pouvez faire une petite pause tout de suite et mettre un petit like. Un petit commentaire également à la fin de la vidéo, je les lis tous, j'essaie de répondre un maximum, c'est super parce que du coup ça crée une interactivité et ça permet d'échanger aussi avec vous ailleurs que sur Twitter, donc ça c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs merci parce que sur Twitter désormais on a dépassé les 13 000 abonnés, sur la chaîne on a pratiquement 2000 vues sur chaque vidéo dans un marché quand même, de contexte de marché assez difficile. Donc ça prouve que c'est suivi grâce à vous parce que vous relayez massivement ces vidéos-là. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Allez, on attaque avec, comme d'habitude, le CAC 40. Alors, le CAC 40, on va reprendre un petit peu comme d'habitude avec du recul. Donc, on avait un bull market de 2018 à 2020, le crash Covid. Hop là, le rebond du chat mort qui finalement a cassé par le haut. Et puis, on a eu une longue congestion qu'on a cassé par le haut avec l'annonce du vaccin. Un long bull market qui a duré pratiquement un peu plus d'un an. On a fait une figure de retournement en épaule-tête-épaule sur le sommet. Et puis on a eu le petit crash, on va dire le mini crash suite à la guerre, avec un rebond ensuite. Et puis depuis, on a un marché qui a énormément de mal à se stabiliser, qui fait des rebonds, comme ça a été le cas. Alors je ne vais pas faire le faux modeste, je suis très content parce que ce rebond-là qu'on a eu sur la fin de semaine, on l'avait quand même bien anticipé, on avait eu plutôt une bonne lecture de ça, donc avec notamment des titres qui étaient dans des congestions. Je pense à Stellantis qu'on verra, je pense à Saint-Gobain, je pense à il y avait quoi, enfin bon, il y avait pas mal de titres, Hermès qu'on avait vu les semaines précédentes, à Dienne, etc. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de titres qu'on suit depuis quelques temps, et je crois que globalement on avait plutôt pas trop mal interprété les choses. Donc c'est toujours la même chose, on a un rebond qui est violent parce qu'on est dans un marché baissier, je le rappelle, hein. Il est hors de question pour moi à ce stade en tout cas de parler de retournement de marché, pas du tout, loin de là. On a juste un rebond qui s'effectue finalement au prorata, et je vais même dire au prorata c'est pas cher payé, parce que je rappelle quand même que début juin, le 6 juin, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, nous étions à 6600 points. Et aujourd'hui, malgré le rebond, on arrive à peine à dépasser les 6000. Donc on a eu une chute entre le plus haut et le plus bas d'il y a un mois de 12%, on a un rebond de 4%, donc on rebondit de quoi, finalement d'un quart, un tiers de la chute. Donc finalement, ce rebond,
il est technique, il est là, il est présent, il est violent, hein, parce que c'est vrai qu'on a des valeurs qui ont fait des reprises de 5, 10, 15%, hein, souvent, je pense encore une fois à Hermès, ou à Dienne, ou d'autres titres. Hein. On a eu également Stellantis qui a fait un rebond monstrueux, on le verra. Mais quand on va regarder un petit peu, quand on va zoomer, on va s'apercevoir que c'est exactement ce qu'on disait depuis la semaine dernière, hein, surtout, et sur Twitter, j'ai massivement relayé, d'ailleurs, je me suis fait un peu pourrir en début de semaine, parce que à chaque fois que je disais attention, il faut regarder quand même, il y a des congestions sur des supports hebdo, tout le monde me dit mais non, ça va baisser, là, il faut shorter, il faut shorter, il faut shorter. Et finalement, le problème c'est que c'est ce que j'explique toujours, il y a le biais psychologique et il y a le biais technique. Et il faut toujours que votre biais psychologique soit inférieur à votre biais technique. Il faut toujours que ce soit le biais technique qui prenne le dessus. Le biais psychologique, moi comme la plupart des gens, il est baissier sur les marchés. Il peut pas être haussier avec ce qu'on vit en ce moment, avec l'inflation, avec les taux, avec un marché qui se casse la gueule quand même depuis des mois. Donc on peut pas avoir un biais haussier psychologiquement. Ça c'est certain. Maintenant, quand on a ce genre de congestion, ce genre de consolidation sur des supports hebdo, alors sur le CAC c'est moins visible, mais on verra sur d'autres titres, comme on l'avait vu la semaine précédente. Hein. Souvenez-vous de AMD, qu'on reverra également. Souvenez-vous de Saint-Gobain également, où j'en ai parlé pas mal, avec des configs en biseau descendant, sans volume. Et là, effectivement, ça peut casser par le bas, et les probabilités que cela casse par le bas sont supérieures, puisqu'on est dans un marché baissier. Mais malgré tout, il arrive parfois que ces biseaux descendants cassent par le haut, et là, ça prend tout le monde à revers, et on a des rebonds sur, des fois 24 heures, des fois une semaine, des fois 15 jours, qui sont très spectaculaires. Donc voilà, donc on verra sur Stellantis, on a un rebond je crois de 10% en 2 jours, c'est absolument délirant quoi. On parle de Stellantis, on ne parle pas d'une small cap. Donc ça, le problème c'est que la personne qui n'est pas préparée, qui ne regarde pas ces graphiques, qui a juste un biais psychologique en disant c'est un bull trap, il faut pas y aller, c'est un bull trap, cette personne-là, elle passe à côté. Elle passe à côté. Alors, est-ce que ce rebond va tenir? J'en sais rien. Très sincèrement, au fond de moi, je crois pas. Je vous le dis très sincèrement. On va peut-être aller un petit peu plus haut, mais je vois pas comment le marché, au niveau macro, il peut aller sur ses plus hauts dans 3 mois. Pour moi, ça me semble difficile. Maintenant, techniquement, à ce stade, je vois sur le CAC 40, je vois un biseau descendant qui a été cassé par le haut. Et pour le moment, je dirais que tant qu'on tient la zone ici, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez, tant qu'on tient la zone, pour moi, ici on a fait une mèche basse aujourd'hui qui est très importante, hein, qui est aux alentours des 5950, voilà, c'est ce que je disais également sur Twitter, 5950, tant qu'on reste au-dessus des 5950, pour moi, on a neutralisé le mouvement de baisse, on essaye de tenter quelque chose, le premier objectif, ce sera déjà d'aller retourner ici aux 6156, voilà, il y a un gap également à aller fermer qui doit être ici, qu'on avait fermé partiellement, donc pourquoi pas le fermer totalement. Et si on arrive à combler le gap et à tenir ces niveaux-là, et bien à ce moment-là, on verra, il y a d'autres gaps à les combler, il y en a un ici notamment, donc après on verra. Mais dans un premier temps, et il y en a un petit également qui n'est pas totalement fermé, qui est ici, voilà. On ne le voit pas sur les unités de temps daily, moi je les vois à l'œil nu parce que j'y suis habitué, mais sinon il vous faut zoomer en unité de temps inférieure en 1 heure ou en 15 minutes pour pouvoir les voir. Mais ils existent, ce sont des trous de cotation que le marché verra comme des objectifs, notamment pour les traders indices en intraday. Donc voilà, donc tout ça pour dire que très simplement, on est dans une tendance baissière, il n'y a pas de débat pour moi, hein. On est toujours dans une tendance baissière. On a cassé la dynamique très baissière en breakant cette résistance oblique par le haut. Je dirais que tant qu'on tient encore une fois les 5950, on reste dans la neutralité, on va essayer de congestionner là-dedans, on va essayer de tenir tous ces niveaux-là, et si effectivement on arrive à combler les gaps, ce sera déjà pas mal, et après il y aura le gros niveau, la résistance oblique ici, etc. Bon, là honnêtement j'ai des doutes, bon, on verra, encore une fois, on fera chandelier par chandelier, inutile d'essayer de prédire l'avenir, enfin moi j'essaye pas de prédire l'avenir, et c'est toujours pareil, je me dispute toujours avec
avec certains sur Twitter qui essayent de prédire ce que le marché va faire, mais on s'en fout à la limite. Nous, ce qu'on cherche, c'est à observer. On a vu qu'effectivement, depuis le 6 juin, il n'y avait absolument rien à faire. Il y avait des rebonds, mais il n'y avait pas assez de congestion. Pour moi, ces rebonds-là, ils sont très importants, mais pour moi, ça n'avait pas assez congestionné, quoique là, il y avait quand même une petite congestion. Mais là, pour moi, voilà, là, on break une oblique, on repasse dessus, donc voilà, on doit reprendre des positions, et surtout, action par action, on va le voir, hein, il y avait des choses à faire. Honnêtement, il y avait, même dans un marché baissier, il y avait des choses à faire avec des stops très courts pour tenter des choses. BNP Paribas, ah non, avant de démarrer les actions, pardon, je vais faire le CAC Small comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que les Small, elles, ont moins rebondi, hein, je pense, un petit peu moins rebondi. Et alors, qu'est-ce qui me fait dire, parce que je sais, certains vont me dire, oui, mais alors pourquoi, du coup, tu penses que le rebond, il va pas aller beaucoup plus haut, on va dire, on va pas faire. Pourquoi je pense que c'est pas un plus bas long terme? Je pense que c'est pas un plus bas long terme pour une raison, mais encore une fois, c'est pas une certitude, hein, j'en sais strictement rien, on verra. Pour une raison, c'est que pour moi, il y a encore un peu trop de volatilité et que pour moi, on n'a pas touché des gros niveaux hebdo encore. Ce qui me fait croire qu'on va faire encore au moins un nouveau plus bas. Alors, quand est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Mais voilà, pour moi, on n'a pas encore eu la belle figure, la belle et longue figure pour pouvoir, voilà, toujours est-il que, voilà, on a du rebond, là aussi, on a breaké une résistance oblique ici, voilà, on peut le dessiner comme ça, hein, là aussi, un petit biseau, on le casse par le haut. Ce qui va nous intéresser là aussi au niveau du CAC Small, c'est qu'il y a une petite zone de gap ici qui se situe aux alentours des 11 900 points. Pareil, au niveau des small, je dirais que tant qu'on tient cette zone ici, tant qu'on tient la zone des 11 900 points, je dirais que c'est positif et je dirais que voilà, on reste dans la neutralité du mouvement baissier et pourquoi pas aller dans un mouvement un petit peu plus sympa, aller chercher notamment la zone des 12 400 points et pourquoi pas, il y a un gros gap ici à aller chercher. Voilà, donc on verra, ça aussi chandelier par chandelier. À très court terme, tant qu'on tient les plus bas de la veille, ça reste, on reste positif. Dès qu'on va commencer à casser les plus bas de la veille, là il va falloir commencer de nouveau à être prudent et voilà. Donc on verra comment ça va se passer. Pour la suite, encore une fois, pas de prédiction. Pour moi, c'est quand même plutôt positif. Il faut savoir que statistiquement, au niveau de la saisonnalité, donc juin est un très mauvais mois. On l'a constaté d'ailleurs encore cette année. Au niveau de juillet, généralement, la première quinzaine de juillet, pas mal. Et le top statistiquement, pardon, le top du mois de juillet est aux alentours du 15. Voilà. Donc, ce sont des statistiques, hein, bien évidemment. Mais c'est intéressant quand même de les avoir en tête parce que ça veut dire que potentiellement on a encore peut-être quelques jours supplémentaires de rebond et comme je le dis toujours dans un marché baissier c'est quand on casse des plus hauts qu'il faut commencer à être un petit peu plus méfiant. Donc là aussi, dans ce marché baissier, c'est lorsque potentiellement le CAC Small, quand on va commencer à casser les 12 400 points, qu'il faudra commencer à se dire attention, si j'ai un signal de retournement par là, ce sera pour aller chercher de la vente. D'accord? Donc voilà pour le CAC Small. On passe aux actions, BNP Paribas, donc il y en a pas mal, je vais essayer de les passer assez rapidement, parce que je crois que ce format a plu la dernière fois. Donc BNP Paribas, oh, pardon, j'ai mes petits trucs perso, hop là, donc BNP Paribas, bon, même config un petit peu hein, que le CAC. Ce qui est intéressant par contre au niveau des bancaires, c'est que là aussi on a des congestions qui sont plutôt sympathiques, qui se mettent en place, voilà, on a des petites congestions, un biseau descendant. Pour le moment sur les bancaires, on n'a pas de signal acheteur pour moi. Donc pour le moment, sur ce secteur-là, ça va être d'ailleurs la clé hein, pour moi de ce rebond. Est-ce que donc on a eu le rebond sur le luxe, on a eu le rebond sur certaines valeurs de l'industrie, pas toutes. Pour moi, pour savoir si ce rebond a de la force ou pas, c'est les bancaires qu'il va falloir regarder. Et c'est si BNP Paribas et Crédit Agricole, qu'on verra un petit peu plus loin, arrivent à casser leur figure par le haut, que là, d'après moi, on pourra avoir un rebond potentiellement un petit peu plus grand. A contrario, si on bloque ici
ou même si on sort du biseau et que tout de suite la congestion au-dessus du biseau on la casse par le bas, là ça voudra dire qu'on va faire un nouveau plus bas, et là après il faudra aller chercher des niveaux, très certainement des niveaux comme ici, aux alentours des 40 euros, 40 euros, 38 euros, 40 euros quoi. Donc toute cette zone qui est ici, à ce moment-là, il faudra regarder d'un petit peu plus près. Mais pour le moment, c'est pas fait. J'ai du mal à croire que les bancaires vont prendre 10 à 15% au mois de juillet, mais pour le moment, en tout cas, le graphique, si on se base sur juste un aspect technique, c'est pas moche. C'est pas moche. Là aussi, on voit que il y a plutôt une baisse des volumes dans la baisse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à observer, encore une fois, les bancaires, pourquoi pas la semaine prochaine, si ça casse par le haut. Alors encore une fois, faut pas anticiper, ça sert à rien d'anticiper, mais on peut avoir un mouvement sur les bancaires. Navia, une small cap pour le coup, qui a beaucoup souffert. Navia, elle a fait un beau rebond. Alors j'étais un peu déçu parce que je voulais vous la montrer, et pour moi elle a déjà fait un petit peu le mouvement. Bon, c'est pas grave, je la dézoomé. Alors Navia, on avait un support oblique qui était ici, on a fait une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatre touchettes. Je l'avais montré sur Twitter lorsqu'elle avait fait cette touchette là. Et ça avait généré un très beau rebond d'ailleurs, puisqu'on avait eu jusqu'à 25% de hausse, c'est très volatile. On a cassé le support, sell-off, et là on fait le rebond technique. Pour moi, je pense que Navia est dans la capacité, pourquoi pas, de revenir chercher des niveaux, des niveaux de pullback en fait. Voilà, on a cassé ici. Hop, la congestion. Donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà, on est loin d'un retournement sur Navia, mais il va falloir observer la semaine prochaine. Si on arrive à se maintenir la semaine prochaine à faire une petite congestion, pourquoi pas jouer la cassure de la congestion par le haut pour pouvoir jouer un effet rattrapage, et pourquoi pas jouer, je dirais, dans un premier temps la moitié du gros chandelier, c'est-à-dire notre premier objectif, je dirais la zone des 99,50, et deuxième objectif sur le retracement des 38,2 ici. Voilà. Donc je jouerai ça potentiellement sur Navia. C'est possible, il est possible que les small la semaine prochaine, certaines small soient en effet rattrapage la semaine prochaine si le marché se tient bien. Donc voilà au niveau de Navia. Esker, alors Esker fait partie des valeurs qui ont bien rebondi. Alors j'avais présenté Esker, souvenez-vous, sur ce support oblique. Ce support oblique a tenu, alors on l'a légèrement enfoncé, on l'a réintégré, et j'ai loupé, autant pour moi, j'ai loupé la cassure. Ce qui était très intéressant ici, c'était la congestion. Vous voyez la ta séance, magnifique, pour ceux qui ne la voient pas, je vais la montrer peut-être avec... on peut dessiner maintenant, c'est vrai, donc je vais la dessiner, elle est ici, la ta séance, voilà. Donc il y avait une belle ta séance à jouer. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Esker? Pour moi, non. Ce qui va m'intéresser au niveau d'Esker maintenant, c'est si on fait un petit pullback, si on fait une congestion, est-ce qu'on aura la capacité de casser cette congestion par le haut? Et à ce moment-là, pourquoi pas, je pourrais être intéressé au niveau de Esker. Voilà, pour le moment, RS pour Esker, même si c'est positif, alors c'est cher, c'est un dossier très cher encore, malgré la chute, mais les valeurs de croissance, on l'a vu, sont en ce moment recherchées par le marché, donc après tout, pourquoi pas. Hoffman, alors c'est un petit titre avec des bons fondamentaux, mais c'est vrai qu'elle s'est faite massacrer, Hoffman. Le problème de ces titres-là sur Hoffman, c'est pas forcément les fondamentaux ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'actuellement, ces titres-là, ils sont devenus pratiquement totalement illiquides. Je vois aujourd'hui, dans une journée où il y a quand même eu du flux, aujourd'hui il y a 25 000 euros échangés sur Hoffman. Donc ça veut dire que dans un marché qui est quand même qui n'est pas prêt à prendre de gros risques, ces titres-là, même s'ils ont de bons fondamentaux, on va dire qu'ils ne sont pas forcément recherchés tout de suite. Ce sont des titres qui rebondiront s'il y a un vrai rebond de marché. Ce sont des titres certainement qui rebondiront en dernier. Toujours est-il que ce qui est intéressant, alors le point positif, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, on le voit bien, c'est un titre baissier. Si j'avais un point positif à donner, c'est qu'on est potentiellement dans un biseau descendant. Le problème, c'est que ce biseau descendant, il y a encore de la route à faire. Je dirais que là aussi, tant qu'on est sous cette résistance oblique, on ne touche pas.
Alors c'est quelqu'un qui me l'a proposé, qui a apparemment qui a embrobé dedans. Alors je sais pas quel est le prix de cette personne sur Hoffman. C'est toujours la même chose. S'ils viennent de rentrer, je mettrai un stop court. Mais d'après ce que j'ai compris, cette personne-là est rentrée il y a un petit moment. Donc je pense que là, très sincèrement, si vous êtes à, par exemple, si vous êtes rentré en 22, à 22 € et quelques, et que vous êtes à moins 40%, je pense que c'est plus trop forcément le moment de vendre. On est plutôt sur le dernier tiers de la décision au niveau de ce titre-là. Soit on arrive à faire la condition, on casse par le haut, soit effectivement, alors là, ce biseau-là, on casse par le bas, et là, par contre, c'est la cata. Mais bon, quand je vois des figures comme ça, je dirais que quand même, à un moment donné, à moyen terme, il y a toujours un rebond pour pouvoir au moins sortir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, forcément, ça serait trop facile. Et surtout, on ne sait pas si avant de faire ce rebond-là, on ne va pas avoir 10 ou 15% de baisse supplémentaire avant. Voilà. On verra. Toujours est-il que malheureusement, c'est un titre très peu liquide, donc c'est pas forcément un titre que je vais conseiller de surveiller de près. Crédit Agricole, une autre bancaire. Alors on a vu BNP Paribas, on a un petit peu le même délire sur Crédit Agricole. Alors là, toujours pareil, support oblique, on l'a cassé, on le réintègre, on est dans une espèce de biseau, un petit peu comme BNP Paribas. Donc on aura un petit peu la décision semaine prochaine. Soit ce biseau, on le casse par le haut, et là à ce moment-là, on ira certainement chercher la zone des 9 €, on va dire 9,30 €. On ira déjà combler les gaps ici à 8,96 € et pourquoi pas à 8,12 €. Et après, on verra si on est capable, si on a la capacité, si vraiment le rebond est fort. Encore une fois, ça m'étonnerait, mais on verra si on aura la capacité de venir combler ces gaps là à 9,72 € et pourquoi pas le gap dividende. A contrario, si ce biseau-là casse par le bas, alors là, attention, on ira pour moi chercher le gap dividende, le gap Covid du 9 novembre. C'est le 9 novembre non, c'est le 3 novembre, pardon. Du gap Covid, avant le vaccin, pardon, du 3 novembre. Donc là, on aura le fameux sell-off et on a également voilà, une grosse zone qui est pour moi ici, je vais la baisser un petit peu plus, déjà qui fera certainement support. Mais bon, pour le moment, la figure est pas moche, ça reste baissier, mais il faut observer. Hein. Les bancaires, vraiment, il faut observer parce qu'elles n'ont pas rebondi encore. Et c'est là, encore une fois, qu'on va voir si le rebond a un petit peu plus de valeur que ça. Voilà. Lexibook, un petit titre qui s'est fait bien massacrer aussi. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc Lexibook, on avait... Hop là, on avait une figure ici de congestion, de consolidation. C'est pour ça que je dis toujours que ça sert à rien d'anticiper. Hein. Vous voyez, la figure, tant qu'on n'a pas cassé l'oblique ici, ça sert à rien. Vous voyez, il y avait une résistance oblique qui était ici. On l'a pas cassé. Derrière, par contre, on a cassé le support oblique qui était ici. Clac, on fait le pullback et derrière, pouf, sell-off. Ce qui est intéressant au niveau de Lexibook, donc ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même sur un gros niveau ici de support. Voilà, toute cette zone qui est ici, voilà, qui avait fait ici, vous voyez, hop, résistance, support, et on est dessus. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, pour ceux qui sont intéressés par le titre, alors pareil, c'est pas très liquide, hein, Lexibook, faites gaffe. Eh bien, vous tracez, alors je sais pas comment on peut le tracer, peut-être ouais, de cette manière-là, je pense. Vous tracez ici le petit biseau et vous vous dites, bon, ben voilà, si ce biseau-là, je le casse par le haut, à ce moment-là, oh, décidément, voilà, à ce moment-là, je peux tenter ma chance. On va regarder, comme d'habitude, vous savez, les biseaux descendants, c'est très important de regarder une chose. Je regarde pas toujours les volumes, mais sur les biseaux descendants, c'est très important de regarder les volumes. Pourquoi? Donc, je l'ai expliqué ce setup-là sur la chaîne de Denis, de Pépitor. Les biseaux descendants, lorsque vous avez des biseaux descendants qui arrivent sur des zones de support, comme c'est le cas ici, donc on le voit bien, on est sur une zone de support, il faut regarder les volumes et voir s'ils sont descendants. Là, c'est le cas ici. Hein. Pourquoi? Parce que dès que, potentiellement, on va casser des figures, alors vous voyez, en plus, là, c'est très intéressant sur Lexibook. Pourquoi? Parce qu'on a ici un double top. Vous voyez? Double top qui est à 3,29,5. Donc, on peut se dire que si on casse les 3,29,5 et qu'il y a un peu de volume qui reviennent, on risque d'avoir peu de contrepartie vendeuse et le titre pourrait là avoir une forte reprise
une forte reprise la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, mais à condition, encore une fois, de casser le biseau, de casser les 3,29,5 et d'avoir un petit peu de volume. Mais en tout cas, voilà, typiquement le setup que moi j'apprécie beaucoup. On avait le même d'ailleurs sur Saint-Gobain, même si c'était une grosse cape. Saint-Gobain a fait exactement la même. Tiens, je la monte. Je la montre, Saint-Gobain. C'était pas prévu, mais je l'ai montré sur Twitter, mais je vous le remonte. C'est le même setup, vous voyez. Biseau descendant. Alors on le voit pas, mais c'est une grosse zone de support, vous voyez. Hop, c'est une très grosse zone de support. Je l'ai tradé Saint-Gobain. Hop, voilà. C'est une grosse zone de support, vous voyez. On est arrivé sur le support, biseau descendant et les volumes, vous voyez. Hop, voilà. On a une baisse des volumes. Et donc forcément, on a une toute petite bougie, un tout petit doji, voilà, qui se fait sur la séance de mercredi. Du moment où on passe au-dessus, paf, on a pouf pouf une explosion. De suite, on a deux grosses bougies et malgré que Saint-Gobain soit une grosse cape, qu'on ne bouge pas comme ça quand même, hein, on prend en deux séances jusqu'à 7,70%. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont... voilà, ça c'est du vrai trading, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément dans les livres ou dans les formations que vous ferez à droite et à gauche, parce que pour voir ce genre de configuration, il faut trader, il faut en avoir l'habitude, il faut avoir l'œil, et il faut... Voilà. En tout cas, voilà, petit setup de trading très intéressant, surtout dans un marché baissier, pour jouer les rebonds techniques. Et encore une fois, ça ne sert à rien d'anticiper et de moyenner. Quelqu'un qui a moyenné à chaque baisse, ben, il n'a toujours pas retrouvé son prix. Quelqu'un qui a été patient et qui a attendu depuis un mois, qui a attendu la congestion, la consolidation, la baisse des volumes, et qui rentre ici, en deux séances, il fait 7% dans un marché où le titre en a perdu 25%. Voilà. C'est la différence qui se fait entre les traders qui sont sélectifs et ceux qui ne le sont pas et qui moyennent à la baisse dans un marché baissier. Il n'y a rien de pire. Voilà. Ensuite, bon, du coup, Saint-Gobain, je ne la mets pas dans la liste, mais bon, on pourrait dire qu'on l'a analysé. Stellantis, alors, Stellantis, pareil, Stellantis, très intéressant. Stellantis, donc, support. Moi, je l'ai tradé, hein, Stellantis. Voilà, je m'étais mis, vous voyez, je m'étais mis un niveau. Donc, on avait un super niveau. Je m'étais mis une petite alerte, je vais l'enlever du coup. On avait un super niveau. Je l'ai montré hein, sur Twitter. Hein, on a un super niveau de support. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du support? On a eu une congestion. Je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on avait une baisse des volumes. Voilà, on avait une baisse des volumes là ici depuis on va dire la mi-juin. Et forcément, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il faut le zoomer. On a une congestion en petite unité de temps. Je ne vais pas vous le montrer parce que si on commence à rentrer dans les unités de temps inférieures, on ne va pas s'en sortir. Mais bah, si, allez, je vais vous montrer parce que sinon, je vais me faire engueuler. En 15 minutes, vous aviez une congestion sur le support. Vous voyez la congestion là, comme elle était magnifique. Voilà, ici. Donc là, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut surveiller. Le lendemain, alors vous allez me dire, oui, mais il y a un gap haussier, le lendemain on se fait avoir. Pas de souci. Le lendemain, si vous tradez en intraday, vous attendez le premier repli et dès qu'on casse le support oblique du premier repli, clac, vous rentrez. Voilà. Donc voilà pour Peugeot, en tout cas, énorme reprise de Peugeot, énorme. Donc on a quand même, en 3 séances, entre le plus bas et le plus haut d'aujourd'hui, on a quand même une reprise de 11%, c'est énorme. Il y a une zone de gap à aller fermer qui est ici, encore, hop là. Par contre, après, ben, il y aura la grosse résistance oblique. Hein, et là, ça sera compliqué. Pour moi, Stellantis, le gros du mouvement a été fait. Hein. Je conseille pas du tout de rentrer maintenant sur Stellantis. Pour moi, le setup est passé. C'était très violent. Il fallait être très rapide. C'est un marché très compliqué. Hein. Attention, hein, ne me faites pas, ne pensez pas que c'est un marché. Je vois certains sur Twitter ou sur certaines chaînes YouTube qui disent que c'est facile. C'est un des marchés les plus compliqués que j'ai eu à trader. Honnêtement, de par sa violence, alors le marché a toujours été violent, j'ai toujours souvenir d'un marché très violent, mais honnêtement, celui-là, il est vraiment particulièrement violent, que ce soit dans les hausses ou dans les baisses. Je trouve que c'est... alors, je sais pas si c'est les algos ou le manque de volume, ou je sais pas trop, mais en tout cas, vraiment, on a un marché qui est extrêmement violent, et il faut être extrêmement précis, et très peu trader, vraiment prendre des setups très particuliers avec des stops très courts parce que sinon on peut vite se faire absorber par la volatilité.
Donc voilà pour Stellantis IMCD. Alors je suis content parce qu'on me l'a proposé. Alors c'est un titre qui est peu connu, hein, qui est coté à Amsterdam. Et ce qui est intéressant au niveau de IMCD, voilà, là aussi on a un titre. Alors belle tendance aussi, hein, super titre. Moi j'adore ce titre-là au niveau fondamental. Superbe titre. On a eu la correction. On a typiquement ce que j'adore, le biseau descendant. Clac, 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 clac. On casse la résistance oblique par le haut sur la séance de hier, hein, de jeudi. Ce qui va m'intéresser là aussi, alors il y a deux solutions. Soit on va tout de suite la semaine prochaine chercher le niveau de résistance ici aux alentours des 145. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'observer la congestion. Si on casse par le haut, pour vraiment aller chercher un nouveau mouvement. Mais idéalement, pour rentrer sur MCD, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que la semaine prochaine, la congestion, en fait, on la fasse là. Qu'on fasse un petit pullback, le rebond, et que là, voilà, on fasse la congestion, et qu'ensuite, cette congestion, potentiellement, on la casse par le haut pour aller chercher ensuite la résistance. Voilà, comme d'habitude, hein, toujours pareil, les mêmes explications que je vous fais semaine après semaine. Je sais que j'ai Alzheimer un petit peu, donc j'ai tendance à me répéter. Ma femme me le dit souvent, mais c'est pas grave. J'essaye quand même parce que quand je vous le répète à vous, je me le répète à moi, ça m'aide aussi. Mais je pense que c'est quand même nécessaire de répéter les choses. Un peu comme quelqu'un qui joue du piano, répéter ses gammes, c'est toujours très très important parce que le trading, c'est une discipline où on a vite tendance à sortir de son cadre et on a vite tendance, et c'est là où on a vite tendance à faire un peu n'importe quoi et à se mettre à faire du casino. Et c'est là qu'on se met à perdre de l'argent. Donc c'est toujours très intéressant de répéter ses gammes et de répéter un cadre précis pour pouvoir trader. Donc voilà, IMCD, plutôt positif. AkzoNobel, un titre qu'il va falloir suivre la semaine prochaine. J'en ai parlé également sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on est là aussi dans une config qui est très intéressante. On a un support ici, alors on ne le voit pas, je crois que c'est plutôt en hebdo, voilà, on a un support, un gros support hebdomadaire, vous voyez, zone de résistance, et on est dessus support. Donc une fois qu'on est là-dedans, on va aller chercher ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en daily, effectivement, là, vous voyez, on a une congestion. Là aussi, on a une congestion. On a là également, comme je vous l'explique, on a une baisse des volumes, d'accord, dans la congestion. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Timidement, je vous l'accorde, mais on a cassé par le haut. Donc, titre à suivre de près, on a une forte baisse. C'est un titre avec des bons fondamentaux. On a une forte baisse. Je dirais qu'on pourrait aller, si ça se confirme la semaine prochaine, on pourra aller chercher dans un premier temps ce niveau de résistance ici et dans un deuxième temps ce niveau de résistance ici. Ce qui veut dire que vous auriez potentiellement un objectif d'abord de 10 et ensuite de 20% avec un stop, autant vous dire, qui est relativement court. Donc voilà, titre à suivre de près la semaine prochaine. AkzoNobel, il faudra bien sûr que les marchés tiennent, les marchés continuent leur rebond, mais si c'est le cas, AkzoNobel fera partie des titres qui, d'après moi, sera à observer. AGEAS, c'est un titre qu'on a pris sur le salon. Donc voilà, on avait proposé un achat au-dessus de cette bougie-là et on a touché le premier objectif ici. Donc voilà, parfait. Donc on va laisser accompagner. Pour le moment, je reste positif sur AGEAS tant qu'on tient, je dirais, les 41,50, grosso modo, 41,50, 41,60. Ce qui m'intéressait au niveau de AGEAS, c'est qu'on est potentiellement sur un bas de figure et que, voilà, sur un bas de figure, si potentiellement ça rebondit, l'objectif, ce serait... bon, je fais un peu le ménage parce que c'est un peu le bordel, tant pis. Hop. De toute façon, le plan, il est noté. Hop là, voilà. Donc, ce qui m'intéresse au niveau de AGEAS la semaine prochaine, c'est d'arriver à breaker ça, et ensuite d'aller chercher un gap qui a été ici, hop là, qui reste encore ouvert ici. Hop. Et voilà. En gros, l'idée la semaine prochaine au niveau de l'AGEAS. Donc ceux qui ne sont pas rentrés, peut-être une consolidation ou alors carrément un achat pour ceux les plus agressifs d'entre vous, un achat directement au-dessus des 82,86. Vous pouvez tenter avec un stop très court sous la bougie par exemple, hein, sous les 42. Et l'objectif c'est d'aller chercher dans un premier temps l'entrée du gap à 45 et si ça passe, à ce moment-là, vous accompagnerez un maximum le mouvement. Air France, alors je me suis fait engueuler sur Air France.
comme d'habitude, quand je propose un truc et que je me fais engueuler, en général, c'est bon signe. Donc Air France, alors c'était du trading hein, au niveau de Air France. Donc Air France, c'est très très moche, on est d'accord. Hein, fondamentalement parlant, il ne faut pas y aller. C'est vraiment du trading pur, mais c'est pour vous montrer que même dans une tendance baissière, on peut quand même faire des choses en bourse, à condition d'avoir de la réduction de la volatilité et d'avoir des stops relativement courts et un plan clair. Quel était le plan au niveau que j'avais proposé au niveau de Air France? Le plan, il était relativement simple. C'était de se dire, alors, hop, je vais essayer de vous le retrouver. Hop là, pardon, je cherche Air France. Est-ce que je l'ai sur Twitter? Hop, non, je l'ai pas. Bon, je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave, autant pour moi. Donc l'idée, c'était en unité de temps inférieure, c'était de dire, voilà, on joue l'effet rattrapage. Parce que il y a, alors en daily, il y a un biseau là aussi descendant, comme d'habitude, on avait un beau biseau descendant, vous avez vu. On avait une réduction des volumes, comme ce que je vous ai montré. Et donc là, l'idée, c'est de, quand vous pouvez en intraday, c'est d'aller là-dedans, de zoomer en intraday là-dedans et voir ce qui se passe. Et en unité de temps, 5 minutes. Donc là, je mélange un peu pour une fois, un petit peu, pour vous montrer un petit peu en intraday ce que je fais également pour pouvoir vous donner des idées. Quand on zoome en intraday, hein, en unité de temps 5 minutes, on s'apercevait qu'il y avait une grosse congestion. Vous voyez, donc ce biseau là, ici qu'on a vu en unité de temps daily, on l'avait cassé et on est revenu faire le pullback et on a fait une congestion. Donc l'idée, elle était extrêmement simple. C'était de dire, je paye la cassure ici de la congestion, je mets un stop sous la congestion, ici par exemple, voilà, donc ça faisait un stop à, par exemple à 2%, hein, vous voyez, 2%, 2%, et ensuite aller chercher le mouvement haussier, voilà, dans un premier temps. Alors moi j'ai déjà pris, je l'ai tradé, donc j'ai pris déjà, je crois, la moitié de ma position, et vous voyez, au plus haut on est allé chercher 5% et quelques. Donc une fois que vous avez pris par exemple une fois et demi le risque, admettons, vous avez un stop à 2,22, donc vous mettez le risque par exemple, le TP par exemple à 3,5 on va dire, donc par exemple vous visez, allez on va dire par là. Une fois que vous avez atteint votre objectif, vous vendez par exemple la moitié, les 3/4, ce que vous voulez de votre ligne, et vous gardez le reste tout simplement à votre stop. Vous montez votre stop et vous mettez le reste à votre prix d'achat. Si Air France revient, vous touche le stop, bah, vous êtes gagnant puisque vous avez votre position gagnante. Et si c'est un point bas moyen long terme et que la semaine prochaine, Air France, pour une raison X ou Y, arrive à casser cette congestion-là par le haut, voilà, par exemple, clac, 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 et bien vous êtes dedans, avec la moitié, un tiers, peu importe, de votre position initiale. Voilà, donc j'ai mélangé un peu, je me suis toujours promis de ne pas le faire, mais bon, certains me le demandent un petit peu de montrer 2-3 trucs en intraday, donc je vous le montre un petit peu comment je travaille. Donc ça peut être intéressant, et c'est applicable d'ailleurs aussi, hein, ces méthodes-là, elles sont également applicables en daily, hein, ce genre de... Les raisonnements, les méthodes sont toujours les mêmes. Eurofine Scientifique, alors pareil, j'en ai parlé sur Twitter, j'avais parlé de la cassure, voilà, la cassure ici des 76,10 €, c'est du mouvement, hein, c'est du trading, on est là aussi dans un mouvement baissier, on est dans une figure de congestion. Je fais un peu de ménage. On est dans une figure de congestion. Donc là, on va venir se frotter pour moi à la résistance, à la double résistance qui est le haut de cette résistance oblique. Et le gros niveau pour moi ici des 80 €, 80,20 €. C'est très simple. Soit on arrive à casser, à congestionner et en ce moment-là, on relance. Soit on bloque. Et là, à ce moment-là, ça voudra dire certainement qu'on va aller faire un nouveau plus bas. Très sincèrement, pour du moyen long terme, j'aimerais bien. Parce que on a encore un support oblique. Pardon, je fais un peu de ménage. On a un support oblique qui est ici. Donc, pourquoi pas aller dans un second temps, ensuite faire un dernier plus bas ici, aux alentours. Et ça correspondra en plus à une grosse zone de support aux alentours des 60 €. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la trader, puisque là on l'a tradé, la preuve. Mais ça veut juste dire que on sait qu'on est dans un marché baissier, on sait qu'on est dans une phase de rebond, et que potentiellement on prend des TP, on monte les stops, et que si Eurofine Scientifique se retourne, on n'insiste pas, parce qu'on sait que potentiellement on peut aller encore, dans les semaines à venir, on peut aller encore 20% en dessous.
Donc on s'accroche pas au titre hein, et on se dit bon si ça va, si ça part effectivement vers le haut, parfait, je suis dedans. Si ça bloque et qu'on commence à faiblir et qu'on commence à casser les congestions par le bas, voilà. Et bien à ce moment-là, si on commence à congestionner là-dedans et que ça casse par le bas, un petit peu comme Lexibook tout à l'heure, à ce moment-là on lâche la position. Signify, alors elle est pas mal, je crois que je l'ai vu passer celle-là. Ouais, pareil, encore une fois un biseau descendant décidément, à l'image du CAC, à l'image de beaucoup de titres, hein. Un biseau descendant et là encore une fois on le casse, on fait un rebond sur le bas de la figure. Donc pour moi c'est un peu parti. On va très certainement venir faire le pullback ici. Voilà, venir combler, il y a un petit gap ici aux alentours des 33 €. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir, soit effectivement on bloque ici et on va faire potentiellement un nouveau plus bas. Voilà, et on va faire potentiellement un nouveau plus bas. Et là, très sincèrement, je regarderai de près pour jouer la figure long terme. Soit effectivement, on arrive à passer au-dessus, on congestionne, on casse, on recongestionne et on repart à la hausse. Voilà. Donc les scénarios potentiels au niveau de Signify, donc c'est une belle valeur hein, qui a beaucoup chuté elle aussi, hein, qui a beaucoup morflé depuis le top. Elle a perdu quand même encore 40%. Donc titre à suivre également dans les semaines à venir. Ensuite, on a du Quadient. Alors, Quadient, on l'a suivi quand il y avait eu effectivement le fameux faux breakout ici. Elle vient faire le pullback. Pour moi, elle vient faire le pullback. Là également, ce qui va m'intéresser maintenant, donc on a cassé, là aussi, encore une fois, désolé, j'aurais dû l'intituler biseau descendant plutôt que demain ne meurt jamais, ou plutôt que meurt un autre jour. Le titre de la vidéo. Ce qui était intéressant, c'est que vous voyez, on avait un biseau descendant. Là aussi, on avait une baisse des volumes, clac, vous voyez, et on a cassé par le haut. On vient faire le pullback. Pour moi, c'est là où ça va se décider. Soit on a vraiment une faiblesse et là, pouf, on part tout de suite à la baisse. Soit effectivement, on arrive à faire la congestion. Hop, et là on arrive à repasser au-dessus pour pouvoir jouer un nouveau mouvement vers le haut. Donc pour le moment il n'y a rien à faire, il faut rester observateur au niveau de Quadient. Mais en tout cas, voilà, on a neutralisé en tout cas la tendance baissière qui avait lieu depuis début juin. Et là on est en train de, certainement la semaine prochaine, on va avoir une consolidation, voilà, on va tout casser par le haut, et à ce moment-là, bon. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de setup pour entrer au niveau de Quadient. Pour moi, le setup pour entrer au niveau de Quadient, il était achat au-dessus de la bougie ici avec un stop qui était juste sous la figure. Alors évidemment, c'est la météo de la veille là pour le coup. Je le fais pas trop parce que je critique ceux qui le font, mais pour le coup, ouais, c'était la météo de la veille. Mais vraiment, le setup pour entrer, il était ici. Donc voilà, ensuite on part aux États-Unis hein, comme d'habitude. On parlera d'un peu Apple pour voir un petit peu, je l'ai pas regardé. AMD, alors AMD on l'avait vu la semaine dernière, on avait dit que c'était potentiellement une zone d'achat et effectivement le titre a bien rebondi, donc pour le moment je reste positif. Là aussi on arrive et on bloque tout de suite sur des zones quand même de résistance qui sont ici, donc on verra la semaine prochaine soit AMD a la force de continuer son rebond. Et à ce moment-là, on va aller chercher ici, notamment il y a une zone de gap, petite zone de gap qui a été ouverte ici. Donc soit on va aller chercher le gap ici et potentiellement le fermer. Je pars du principe que quand même on va certainement manquer de force dans cette région-là. Donc si on y va, faites attention ceux qui sont investis au niveau de AMD. Par contre, si vraiment le marché repart est faible et repart à la baisse, là par contre on recassera tout par le bas et là il faudra d'après moi aller chercher potentiellement beaucoup plus bas et notamment la zone des 57-58 $. Palantir, alors c'est une valeur où malheureusement beaucoup de gens ont beaucoup moyenné depuis longtemps. Preuve qu'encore une fois quand on moyenne c'est pas bon. Le DCA sur action, c'est très dangereux. J'en vois beaucoup qui en font. Attention, le DCA sur action, le DCA sur indice, oui. Le DCA sur action, c'est très dangereux. Même si vous êtes convaincu de l'entreprise que vous achetez, faire du DCA, ça veut dire se projeter dans 5,
10, 15, 20 ans. Et dans 5, 10, 15, 20 ans, avec un monde qui bouge autant, on ne sait pas ce que les entreprises feront. Alors, beaucoup prennent l'exemple de Warren Buffett, qui a investi pendant 15 ans ou 20 ans sur les mêmes entreprises et qui a fait fortune. Attention, Warren Buffett vivait dans un monde qui évoluait et qui bougeait beaucoup moins vite que celui d'aujourd'hui, qui était beaucoup moins facile, entre guillemets, pour faire des opérations commerciales que celui d'aujourd'hui. Donc, même Apple, qui est une entreprise fantastique aujourd'hui, je ne sais pas, dans 10 ans, si Apple existera toujours, si Apple sera toujours une société rentable, etc. etc. Donc attention au niveau de vos investissements long terme. Si vous voulez faire de l'investissement long terme en bourse, sincèrement, faites-le sur des indices ou des indices sectoriels. D'accord ? Donc, toujours est-il que pour Palantir, voilà, on avait cette figure de consolidation. Donc, on avait eu un beau pump, pardon. On était revenu faire la consolidation, on avait fait le rebond. Bref, l'idée pour moi, globalement, les probabilités, c'était qu'on fasse ce genre de mouvement-là. Sauf que les probabilités, elles n'ont pas été réalisées et que finalement, on a cassé par le bas. Et là, voilà, là maintenant, on essaie de se stabiliser. Alors, il y a plusieurs choses à dire qui sont intéressantes, d'autres un petit peu moins. Effectivement, on a Palantir qui ici casse un niveau. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je dirais que tant qu'on tient là aussi la zone des 8,68 €, je suis positif sur Palantir. En revanche, attention, si on repasse en dessous des 8,70 €, on pourrait avoir encore une fois une petit sell-off. Là, pour le moment, on est en train de construire. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on est en train de construire. On verra. Peut-être un expanding, je ne sais pas. On verra. Hop, ouais, peut-être un expanding. Alors, attention, hein, si c'est un expanding, s'il casse par le bas, c'est une figure de continuation. Donc, attention. Il faudra, pour moi, de toute façon, redépasser ce niveau-là dans un premier temps. Voilà, 10,30 € et se maintenir au-dessus des 10,30 € pour pouvoir valider. Par contre, attention, encore une fois, hein, je le redis, si on casse à la baisse, si on repasse en dessous des 8,40 €, 8,46 €, attention, la baisse sera peut-être pas terminée, on pourrait avoir derrière un nouveau plus bas. D'accord ? Alors, une action que je ne connais pas, émergente Biosolutions. Alors, c'est les États-Unis, ça va vite. Alors, ce qui est intéressant au niveau de ce titre-là, est-ce que c'est un vieux titre? Je vais remonter d'abord en hebdo pour voir un petit peu. Ouais, c'est un titre quand même qui est assez. Alors, est-ce que j'ai potentiellement un support oblique? Oh oui, magnifique, superbe. Voilà, typiquement le genre de choses que moi que je recherche beaucoup, des supports obliques très long terme et de la réduction de la volatilité dessus. Hop, on zoome en daily. Voilà, ouais, très bien. Très bien. Voilà, genre de chose qui me plaît. Alors pourquoi ça me plaît? Parce que du coup, on peut avoir des stops très courts et des ratios énormes. Si vous arrivez à rentrer là-dedans et que c'est un point bas long terme, vous imaginez un petit peu le ratio guerresque que vous pouvez avoir sur ce genre de titre-là. Donc très intéressant. Alors, il n'y a pas de setup pour entrer. Il y avait potentiellement un setup pour entrer ici. Donc pour moi, il y avait potentiellement, on pouvait tenter un achat ici, alors c'est la météo de la veille, hein, je m'en excuse, mais il y avait une figure de retournement ici sur le support, avec un achat potentiel au-dessus des 28,84 €. Donc pour moi, on a quand même acté un potentiel rebond technique, voire un potentiel rebond technique plus. Donc on va attendre une congestion maintenant. Je sais pas trop la figure qu'il est en train de me faire. Je vois pas trop la figure qu'il est en train de me faire. Donc on va voir. C'est peut-être un biseau ascendant. On verra. Du mal à voir encore. C'est encore un peu trop tôt. On verra. Toujours est-il que pour du moyen long terme, ce qu'il faudra faire. Voilà, ce qu'il faudra faire pour du moyen long terme, c'est s'affranchir de cette résistance oblique-là. Et à ce moment-là, il y aura un premier objectif d'aller chercher les 40,40 €. Et je dirais, deuxième objectif pour moi, la zone des 51. Et ensuite, on se laisse porter. Hein, pourquoi pas, il y a des beaux objectifs en par là. Donc en tout cas, pas mal la config. Merci à la personne qui me l'a proposé. Pas mal du tout. Flatex de Giro.
Alors un titre qui a beaucoup morflé également, et on est revenu, alors on l'avait présenté, hein, on est revenu sur une belle zone, je dirais une double zone, une zone qui avait fait ici support, donc un troisième point de contact ici, et j'ai deux zones que je vous avais indiquées, deux zones de support horizontaux, et potentiellement là, voilà, on est en train, là aussi, voilà, de faire une petite figure, hop. Voilà, alors là, on peut le voir de deux manières. Pardon, je trace un petit peu mal. Voilà, on a une belle congestion qui est en train de se mettre en place. Je dirais que là, au niveau de Flatex, il faudrait durablement s'installer au-dessus des 9,32 € pour pouvoir valider un rebond. Et ensuite, on visera quoi? On visera notamment un gap qui est ici et qui est aux alentours des 12 €. On va dire grosso modo, et ensuite on pourra acter le retournement. En tout cas, alors même si c'est très baissier, c'est quand même plutôt pas mal. Et on va terminer par Apple, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce qu'elle nous fait. Apple, donc Apple, elle a cassé le biseau par le haut, pas mal du tout, pas mal du tout. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement de voir la réaction. Pour moi, alors ça reste baissier, hein, c'est pas parce qu'on casse une figure. Une figure de consolidation qu'on la casse, c'est pas forcément parce qu'on acte tout de suite le retournement. Ce qui va être pour moi le signal potentiel de retournement, c'est lorsqu'on va dépasser et s'installer au-dessus des 152 $. Voilà. Tant qu'on est sous ce niveau-là, ici là, ça reste baissier, ça reste du rebond, ça reste voilà. Mais effectivement, il y a de l'amélioration. Ce qui serait très intéressant, ce serait qu'on fasse ce genre de choses-là. Voilà. A contrario, si on vient ici, qu'on fait le rebond, la congestion, et que cette congestion la casse par le bas, là, c'est que certainement, on fera un nouveau plus bas. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la retweeter, à la présenter, notamment sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, en synthèse pour la semaine prochaine, on reste très prudent. Je le rappelle, on est dans un marché baissier. Les rebonds certes sont violents, mais on est dans un marché baissier. Donc, n'importe quel setup que vous prenez, de toute manière, privilégiez les setups non pas à fort potentiel, mais surtout à fort potentiel de perte. D'accord? Donc, toujours privilégier les titres avec des congestions, avec des stops très courts, voilà, pour pouvoir, avant d'essayer de gagner, priorité, préservation du capital, et vous verrez que naturellement, en faisant de la préservation de votre capital la priorité, vous verrez que derrière, les setups vous donneront raison et que derrière, vous arriverez à vous en sortir. Voilà. En tout cas, ne moyennez pas, mettez des stops courts, et puis ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, et puis on se revoit si tout va bien la semaine prochaine. À plus, ciao ciao.